vais vous laisser présenter. Oui. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais arrêter mon partage et vous laisser présenter vos slides. Et pour ceux qui veulent poser des questions, pour ne pas interrompre l'animateur, vous pouvez les poser dans le chat. Et comme cela, moi, je vais le relever. Et à la fin, on pourra reposer les questions. Merci beaucoup. Ben, c'est bon. Donnez-moi 2 secondes. Voilà. C'est bon. Ouais. OK. Donc là, vous pouvez commencer. OK. Là, tel qu'on le dit, c'est vrai, on a déjà commencé, on a déjà pris un peu de temps. Aujourd'hui, j'avais déjà brossé ça un peu comme si c'était un peu du coq à l'âne, mais bon, tel qu'on le disait, vous allez voir le marché de l'IT aujourd'hui en 2026. Depuis la COVID, il y a eu un grand changement qui désolé si je parle et puis des fois vous me voyez baisser la tête, c'est parce que je suis en télétravail, il y a du travail. Donc, des fois, je me permets, quand j'ai un message, j'essaie de jeter un coup d'œil pour jeter un coup. Vous allez m'excuser pour ça, OK? C'est des messages qui tombent dans mon Teams. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'aujourd'hui, quand on prend le marché du travail, on s'en rend compte que depuis la COVID, il y a eu un grand changement de côté de l'informatique. Ce changement, on a eu, parce qu'en COVID, il y avait tellement du monde qui se sont confinés, mais les services devaient continuer. Depuis la nuit, le temps, l'informatique a toujours eu de l'essor, mais principalement après la COVID, on a eu un grand. C'est difficile pour moi quand tu. Tu as quel défi pour moi? Vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Merci. Monsieur. Donc, du coup, c'est ce que je disais tantôt que la COVID a eu ses côtés positifs et puis ses côtés négatifs, surtout dans l'informatique. Moi, j'ai vu qu'il y a eu un grand changement côté informatique concernant toute l'infrastructure dans son ensemble. Donc, du coup, on a vu avec la COVID que les informaticiens ont eu un grand changement côté la façon dont les travaux se passent. Il y a plein de gars il y a plein de personnes qui ont perdu leur boulot en plein Covid, mais on n'a pas vu ceci dans l'informatique. Il y a plutôt eu plus de demandes dans l'informatique. Donc, du coup, quand on parle en Haïti, le côté marché de l'emploi en 2026, surtout, est-ce que tu peux défiler un peu? Tu peux avancer, tu vas voir l'Haïti en 2026, que je vais parler là. Oui, ici. Donc, du coup, on s'est rendu compte que, tel que je le dis, après la COVID, il y a eu un grand changement, la manière dont le travail se passe dans son ensemble. Il y a eu plusieurs personnes même qui ont eu à se faire convertir quand ils se sont rendus compte qu'il y a actuellement plus d'opportunités en informatique. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a plus de main-d'œuvre qui a augmenté quand on voit actuellement. En 2020, on avait à peine 20%. En 2026, ça augmente. En 2023, ça a évolué vers 28%. Et puis là, en 2026, nous sommes pratiquement à 52%, surtout pour le travail à distance, tel que je viens de le décrire. Il y a plein de gens actuellement en Afrique qui ont des contrats et qui travaillent, que ce soit... C'est un peu plus on dit ça par ici, on ne dit pas CDD comme ça se dit en Afrique, mais on dit temporaire, disons. Donc, du coup, il y a eu tellement du monde qui ont eu des opportunités en 2026 et ça continue toujours. Vous allez voir les pourcentages qui sont là sur le tableau. Donc, ça va vous donner une idée de savoir si ça vous tente, qu'est-ce qui peut vous motiver, est-ce qu'il y a plus d'opportunités pour pouvoir évoluer dans ce domaine. Vous pouvez avoir la chance de travailler tellement à distance là-dessus. Oui, pour le slide suivant. Oui, c'est ça. On voit ici, c'est bien, l'IT est le secteur le plus compatible. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai eu plusieurs confrères qui se sont arrivés. Le domaine dans lequel les gens se retrouvent plus facilement, c'est l'informatique.
90% et au-delà de ceux qui sont arrivés en informatique ici avec des compétences. Pas seulement savoir changer le disque dur, savoir brancher une souris, non. De l'informatique, quand je parle de l'informatique, c'est ceux qui ont une compétence, un peu d'expertise se retrouvent plus facilement en informatique parce qu'un disque dur reste toujours un disque dur, le cryptage reste toujours le cryptage. Comment protéger les données, la cybersécurité reste toujours, c'est les mêmes coupes qu'on passe partout. Donc, du coup, ce qui fait que il est plus facile, quand on a une compétence venant d'un autre pays, d'intégrer le domaine de l'informatique ici. Si nous prenons par exemple un médecin, quand il arrive ici, d'abord, on ne le reconnaît pas en tant que médecin, il faut qu'il retourne sur les bancs d'école pour pouvoir faire 2 ou 3 ans. Après des trucs, c'est pas si facile pour eux, même en comptabilité et tout, mais l'informatique est toujours compatible partout où tu vas. Quand on parle de cryptage, les mêmes codes, c'est la même chose qu'on utilise partout. Quelquefois, c'est juste les procédures qui diffèrent parce que tu vas voir peut-être chez nous, vous allez voir peut-être chez nous en Afrique, on n'est pas souvent axé sur ITIL. Ici, ils vont mettre ces procédures dedans. Sinon, la compatibilité existe partout. Si vous avez votre CCNA, vous avez votre CCNP, vous avez votre CompTIA Plus en Afrique et que vous avez la compétence là-dessus, quand vous arrivez dans tout pays, c'est de la même façon que ceci marche. Donc, c'est un peu ça quand on parle le côté, ce que je peux dire côté compatibilité pour ceci. Pour la pénurie, on dit ici la pénurie force à chercher plus loin. Exactement. Quand un poste reste ouvert de mois, l'employeur élargit le périmètre géographique, qui veut dire quoi? Il y en a, tel que je l'ai dit tantôt, on voit des fois que en Amérique, on peut aller chercher de la compétence en Afrique. Il arrive des fois qu'il y a des gens qui sont super, super compétents en Afrique, mais autour d'eux ou bien dans leur ville, ils ne trouvent pas des opportunités et que des fois, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique, qui peut-être pour un poste X, un ingénieur en informatique dans le DevOps, par exemple, qui peut gagner jusqu'à... il y en a qui vont jusqu'à 300 000 $. Donc, du coup, quelquefois, l'employeur trouve que si il va dénicher quelqu'un en Afrique, par exemple, où lui va lui payer peut-être 150 000 $, qui est déjà beaucoup pour l'Africain, ça avantage d'abord l'Africain qui a la difficulté à trouver chez lui, mais l'employeur qui va le chercher de l'autre côté, lui, il se retrouve à gagner 50% sur lui. Donc, c'est l'élargissement du périmètre, ça se voit sur plusieurs volets. Donc, en quelque sorte, c'est ça aussi que nous pouvons avoir. La culture est asynchrone par nature. Ticket, revenu, code, Haïti écrit ce qu'elle fait depuis 20 ans, c'est ce qui n'existe, c'est ce qui exige le distanciel. Vous voyez, c'est de la même chose qu'on parle quand on parle de tout ceci. On peut aller au slide suivant. Ce que le remonte change concrètement. J'avais brossé ça un peu. Vous allez voir, je vous avais dit que c'est un peu comme si j'étais parti un peu du coq à l'âne. Géographiquement, c'est ce que j'avais dit tantôt aussi, que j'ai certains collègues, certains confrères qui vont des fois passer 1 mois, 2 mois en Afrique et revenir. Des fois, tu s'en vas en Chine, tu peux prendre 2 semaines pour aller aux USA, revenir. Liberté géographique, avec le télétravail, le remonte, tu peux te déplacer, te mettre à l'aise n'importe où. On n'est plus contraint de rester dans la même ville pour pouvoir travailler. C'est un peu ça qui est là. Grille salariale, j'ai survolé ça aussi un peu tantôt. Vous allez voir. Surtout dans le DevOps, quand tu es vraiment qualifié, des compétences vraiment pointues, tu peux aller à 150 jusqu'à 200, 300. Je connais des ingénieurs qui sont à plus de 250 000 $ l'année. Donc, du coup, ici, les salaires sont en termes d'années, ce n'est pas en termes de mois, c'est en termes d'années. Donc, du coup, il suffit de voir 150 000 divisé par 12, vous allez avoir une idée de ce que ça peut vous donner en Afrique. C'est vrai qu'il y a les taxes dedans qu'on prélève, mais c'est pas mal correct côté salarial. Pour du temps repris, tu peux avoir, tu veux dans les sociétés classiques ou bien dans les sociétés ordinaires, si tu dois commencer un travail à 7h30, tu dois terminer à 17h30, disons. C'est ça?
Si tu es absent de 2 heures de temps, c'est fini pour toi, mais avec le télétravail, oui, on n'a plus la même rigueur. Tu peux peut-être, au lieu de terminer à 17h30, tu peux rester chez toi à la maison et puis terminer à 19h pour pouvoir accomplir tes tâches. Meilleur équilibre, vie de famille. Nous perdons, par exemple, des fois 1h30, 2 heures de temps pour aller au bureau. Aller-retour, tu fais peut-être 1h30 pour aller, 1h30 pour revenir, ça te fait 3 heures de temps. Donc, du coup, quand tu travailles à la maison, tu te fais sauver 2 ou 3 heures de temps. Des fois, tu vas déposer les enfants à l'école, le temps d'aller au boulot, tout ça, c'est du retard, mais avec le télétravail, la maison est à peut-être 500 mètres du bureau. De ta maison, tu te fais peut-être 5 minutes, 6 minutes, et puis tu vas tes va-et-vient. Tout ça, là, ça nous permet de sauver du temps, ou bien ça dit sauver du temps et puis de l'argent pour les déplacements en question. Un marché, pas une ville. C'est la même chose tel que je l'ai dit côté géographique. C'est la même côté liberté géographique. Tout ça là, ils vont de même. Freelance, vous pouvez être en Afrique avec des compétences. Vous pouvez gagner des marchés sur des projets des gens qui, par exemple, tu sais bien configurer une switch Estrum ou bien une switch Avaya ou Cisco. Il y a les sites de freelance où tu peux te souscrire et puis quelqu'un qui veut quelqu'un aussi dans un projet pour qu'on lui configure, pour que la personne puisse prendre en charge certaines configurations pour lui. Il y a des sous-traitances que vous pouvez traiter là-dessus pour pouvoir gagner là-dessus. C'est ce côté qui est le freelance là-dedans. Donc, c'est un peu comme tu as ton propre boulot. Tu vas au boulot, tu termines à 17h et puis peut-être de 18h à 21h, tu peux bosser sur un projet de quelqu'un en freelance et puis il te paie ta cachet, un peu ça. Slide suivant. Un poste ouvert au monde attire le monde. C'est ça. Aujourd'hui, on a un truc. Avant, on avait toujours l'intention, ou bien on avait toujours cru qu'il faut faire un parcours académique typique pour pouvoir trouver de bons boulots, pour ne pas dire laissez-moi d'aller pour avoir de l'argent. Administrer à la main, tout ça, vous allez voir le côté diplôme seul ne suffit plus. Dans quel sens? Je ne vais pas dire non, mais on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de trucs de formation que l'école ne nous donne pas dans les classes académiques comme cela se doit. Donc, du coup, un seul diplôme ne suffit pas. Quand vous avez le diplôme, vous pouvez faire le même diplôme avec, avec quelqu'un. Il faut que la personne aille chercher d'autres compétences pour greffer là-dessus, pour pouvoir avoir de meilleures opportunités. Quand on prend par exemple un ingénieur je vais aller peut-être un peu... si on prend par exemple un ingénieur en électrique, l'électrique, quand on parle d'ingénieur électrique, il y a des coûts d'électricité, les coûts d'automatisation, industriel, informatique, logiciel, tout mélangé. Mais quand la personne finit, il faut qu'il aille cerner des spécialités plus pointues pour pouvoir être visible sur le marché. Un profil généraliste, oui. Aujourd'hui, quand on est trop généraliste, on perd plus d'opportunités. Vaut mieux chercher, il faut se détacher un peu du généraliste pour chercher des certifications, bien des expériences pointues où on va plus gagner. Si on prend par exemple, vous êtes tous des bacs de 5, mais quelqu'un qui est généraliste, quelqu'un qui est spécialisé, pointu, il peut se retrouver peut-être avec 50 000 dollars de plus que celui qui est généraliste. Donc, du coup, c'est ce qui fait que de nos jours, on voit plus de spécialistes. L'ancienneté sur un périmètre local, c'est des trucs qui n'existent plus. C'est un peu comme ton papa te dit, c'est de cette façon qu'on le fait depuis, blablabla. Non, arrivé à un moment, il faut sortir de la zone de confort pour aller découvrir d'autres champs d'horizon pour pouvoir aller. On ne va pas prendre tous les détails, ok. Une compétence rare et vérifiable avec le cloud, les ASCODE, les Gutenberg. Quand on maîtrise tous ces écosystèmes, tu les maîtrises bien, ça te permet de te retrouver à distance et de faire ta job. On en parle chaque temps, mais on n'a pas autant de spécialistes. Donc, c'est des formations sur lesquelles, quand vous mettez la main là-dessus, vous les maîtrisez bien, vous avez de super
de superbes opportunités et le cash qui y bat avec. Ça se fait avec des certifications bien connues, l'automatisation produit plus que vos heures. Oui, tel que je l'ai dit, si vous avez 10 pare-feu à configurer, vous n'allez pas vous mettre à configurer, à le faire sortir un à un, le configurer. Avec l'automatisation, vous pouvez pousser avec des scripts et puis tout ceci peut être fait en un temps record. Vous allez gagner du temps. Un anglais technique suffisant pour collaborer, oui. Étant francophone, on ne nous demande pas. Si on peut, oui. Ce n'est pas une exigence qu'il faut être 100%, mais quand tu arrives à t'en sortir techniquement, tu vas trouver de belles opportunités. Mais quand vous avez la possibilité de maîtriser correctement l'anglais, faites-le. Nous qui venons des pays francophones, on a souvent ce petit truc-là qui nous dérange ou bien qui nous bloque. Les meilleures formations en informatique sont en anglais. Les examens, certifications, tout ça là aussi, c'est en anglais. Donc, je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts pour pouvoir nous en sortir avec l'informatique et puis aller de l'avant. Slide suivant. Ah ouais, le cloud, les DevOps et le SRE sont tous des éléments qui vont tous ensemble. On avait commencé, c'était là-dedans que nous aussi on commence, mais on était complètement en réseautique. Mais aujourd'hui, nous avons tout qui se sont rendus au cloud. Quand nous prenons, nous prenons Teams. Je pense que vous devez être, je ne sais pas, certains seront familiers avec Teams. Teams, tout ce qui est aujourd'hui en ligne dans le cloud, on a Teams. On héberge nos serveurs. Tout ça, là, c'est grâce au cloud, au DevOps. Vous allez voir, des fois, on n'a plus besoin, les banques, vous rentrez par exemple dans les banques n'ont plus besoin aujourd'hui d'avoir tous leurs serveurs en premise, c'est-à-dire dans les mêmes locaux. On peut l'avoir en France à distance dans le nuage, qui est le cloud. Et puis, tout ceci, c'est l'automatisation, le DevOps qui est à la base de ceci. Mais en dessous, vous devez d'abord maîtriser le réseautique. Et pour bien maîtriser le réseautique, le meilleur pour pouvoir maîtriser le réseautique, c'est le CCNA, la première certification de Cisco qui détaille tout. Donc, quand vous vous mettez à bien comprendre ces concepts, vous irez très loin. Cybersécurité, DevSec, tout ceci ils vont toujours de même, cybersécurité et puis le DevSec, tout ceci, ils vont ensemble pour que le cloud fonctionne. C'est le soubassement et la sécurité qui va y avec. Donc, développement logiciel, tout ça, là, c'est oui. Aujourd'hui, je pense que vous connaissez pas. Il y a certains qui vont connaître ce qu'on appelle l'annuaire Active Directory, tout ça. Tous ceux-ci sont rendus aujourd'hui dans le cloud, ce qui fait qu'on peut consulter on peut, à partir d'Azure, n'importe où on aime, avoir accès à une machine distance et travailler là-dessus. C'est un peu... j'ai englobé le tout ici. On peut aller au suivant. La carte des opportunités en remote. Oui. Tel que je l'ai dit tantôt, vous allez voir ici avec le marché le plus actif, marché en croissance, pôle de talent et nurture. Donc, du coup, quand vous vous référez un peu à la carte ici, vous allez voir là où on a plus d'opportunités. Ça va vous permettre de chercher dans quel sens vous pouvez aller pour pouvoir saisir cette opportunité. Aujourd'hui, grâce à l'informatique dont nous parlons, on a tout sur le net. Il suffit, si par exemple vous voulez, tu peux être là et puis tu peux te dire, OK, j'aimerais travailler plus tard chez Google. Puis quand tu essaies de cladioter là-dessus, tu peux voir, OK, dans quel pays, Google est pratiquement dans tous les pays, en Afrique, je ne sais pas trop, dans pratiquement tous les pays. Il suffit d'aller googler là-dessus, tu vas voir dans ce pays. Ceux qui travaillent dans Google ici, ils sont plus spécialisés dans ceci. Et puis, ça te permet d'ouvrir les idées, tu sauras dans quel sens y aller un peu. Les marchés sont plus attractifs, tels que vous allez voir ici. Marché le plus actif, vous allez voir le nord de l'Amérique.
et puis quelque part aussi en Europe, là, pôle de talent. Il y en a plein, je vois, à l'Afrique de l'Ouest en fait partie. Hein. Donc, ça veut dire que vous êtes des superbes là aussi. C'est un peu ça, la langue ouverte, la langue ouvre les portes. Oui, on a déjà parlé aussi un peu de ça. Le contrat suite, il ne procède pas. Puis là, oui, on avait déjà parlé aussi de Freelances. On peut aller au suivant. Oui. Oui, c'est ça. On avait déjà aussi brûlé un peu le freelancing par rapport au travail à distance. C'est la même, on essaie de le décrire un peu plus ici pour que vous compreniez un peu mieux comment ça se passe sur le plan international. L'emploi de référence où l'entreprise étrangère vous embauche via siège local qui gère. Il y en a plein aujourd'hui. Vous allez voir en Afrique, je ne sais plus quels sont les pays qui font ceci, mais c'est des partenariats qui existent entre les pays. Je peux aller ceux pour qui je suis plus familier ici. Quand nous prenons le Pakistan, par exemple, il y a beaucoup d'entreprises au Pakistan qui sous-traitent avec les employés ici. C'est la même chose. Je pense que ça se passe aussi chez vous. Vous pouvez être en Afrique en sous-traitance. Je peux dire par exemple, IPCOM peut avoir des partenariats avec une entreprise ici. Et puis, lui, si l'entreprise peut lui demander, OK, j'aimerais avoir 10 techniciens réseautiques confondus, système ou des ingénieurs DevOps. Et puis, lui va vous recruter, vous mettre à la disposition. Vous serez ses employés, mais vous allez travailler sur les clients, un client qui est ici. C'est très récurrent et puis ça donne de l'argent, ça donne de l'expérience, ça vous fait ouvrir sur le monde. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Slide suivant. Coder, revenu, revue de code. Construire image, tester, déployer, observer. Ça, c'est toutes les phases quand on parle du DevOps, c'est ce qui englobe le DevOps. Pour pouvoir mieux comprendre ceci, c'est quand vous allez commencer par mettre la main à la pâte que vous allez maîtriser les métriques et puis tous les logs, tout ce qui fait fonctionner ceci. C'est en fait tout un système pour pouvoir aller plus vite, disons. C'est un peu ça. On peut aller au suivant aussi. Ça, l'infrastructure as code en clair. L'infrastructure, avant, vous allez voir, on clique dans les consoles, on note. Ensuite, la documentation est périmée, tout ça. Mais aujourd'hui, avec l'ASCODE, c'est plus facile. L'infrastructure décrite, versionnée, relue, le fichier et la documentation sur jour à jour. C'est plus facile aujourd'hui avec l'ASCODE d'extraire toutes les données et puis de les conserver, parce qu'en temps réel, on peut toujours les conserver. C'est plus facile aujourd'hui avec l'ASCODE d'atteindre ses buts en quelques minutes, disons. Donc, c'est un peu ça. On peut aller à la suivante. La chaîne d'outils que vous maîtrisez, oui. Pour pouvoir bien s'en sortir dans ceci, tel que je l'ai dit tantôt, le réseautique, connaître les bases du réseau, les TCP/IP, comment se passe une communication, la base, quand tu commences toujours par la communication, ça quitte un point A à un point B, quels sont les protocoles sous-jacents pour que ceci marche. Linux est le moteur, est l'un des moteurs pour pouvoir maîtriser le Docker et puis le Kubernetes. Les Ansible, Terraform, Python sont des applications, disons, pour pouvoir aboutir à ces fins. Je l'ai dit tantôt, Linux et le réseau, il faut avoir une bonne base dans ceci et une fois la bonne bien placée, Linux, lui, va vous permettre de comprendre un peu plus les codes parce que le Linux, c'est complètement du code, disons.
Donc, quand vous avez la même mise, tout ceci, vous allez voir que ça sera un peu plus facile pour vous. Quand on prend le cloud public, on parle du cloud public, le cloud privé, le cloud hybride, ça, les clouds en groupe, tout ce qui est avec Azure, Azure, AWS, Google, tout ça, ce sont des clouds. Et puis, il y a un autre type de... Ouais, bah, il y a un cloud aussi, c'est le MIS qu'on appelle HCI. Tout ceci, c'est pour pouvoir héberger toute machine dans la virtualisation. On peut aller au suivant. Du réseau au DevOps, une longueur d'avance. Ouais. Vous allez voir, c'est des fois, on a déjà parlé sur d'autres, j'avais déjà expliqué certains trucs sur d'autres slides, et quand on vient ici, vous allez voir un peu la continuité. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez voir qu'avant, tel que je l'ai dit tantôt, je vais juste donner un exemple peut-être. Vous allez voir que en Afrique, ça évolue beaucoup aussi en Afrique. Côté compétences, vos compétences actuelles, si vous êtes actuellement, vos compétences sont limitées au niveau du TCP, routage, sous réseau adjacent, parfait, tout ça, qui sont toujours la base, tout ce qui est limité. Quand vous voyez de côté gauche, tout ce qui est ici, ça vous permet juste d'être administrateur, mais vous êtes un peu plus, c'est un peu comme vous êtes un peu sur vous êtes vu en premise, mais quand vous commencez par avoir des compétences en DevOps, vous allez voir tout ce qui est ici. On a toujours, on se réfère toujours quand on migre vers le DevOps, VPC, Subnet, table de routage, tout ça. C'est juste une transition qui se fait vers là pour qu'on puisse évoluer et aller plus vite. Vous allez voir, par exemple, nous, quand je me réfère, avant, on utilisait les supervisions. SNMP, aujourd'hui, par exemple, avec le Grafana que j'utilise très souvent chez moi au boulot, ça nous permet de voir en temps réel qu'est-ce qui se passe côté monitoring. On a par exemple aussi OPMan que nous utilisons pour pouvoir visualiser et puis contrôler les flux, s'il y a panne quelque part, s'il y a des liens qui sont tombés. C'est ça. Et puis, on utilise les Ansible, Terraform et Python pour pouvoir écrire les codes et puis aller extraire des données ou aller pousser des configs sur, comment appelle-t-on, sur les équipements. Si je viens un peu du côté Security Group Network Security, c'est, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un peu le WARF, ça permet à ce qu'on essaie quand on a par exemple des serveurs qui se saturent, on essaie c'est une application qui permet de scaler de l'interface de plus là-dessus pour qu'on puisse éviter des goulots d'étranglement sur les liaisons. En quelque sorte, je pense, est-ce que le slide souvent peut venir, qu'est-ce qu'il dit, lui? Tu peux aller à la suivante? OK. Oui, on avait aussi prononcé l'argent. L'argent, le nerf de la guerre, c'est ça, non? OK, ce que cela change sur la fiche de paix. Un ingénieur DevOps, tel que je l'ai dit tantôt, que je connais des gens qui sont des ingénieurs DevOps qui gagnent jusqu'à 300 000 dollars l'année. Donc, du coup, avec de nouvelles compétences que vous allez chercher, et pas juste aller chercher un diplôme. Un diplôme, pour moi, le diplôme est différent de la compétence. Quand vous avez vraiment de la compétence là-dessus, et que vous arrivez à trouver une place, vous vous faites gagner de l'argent. Vous commencez junior, confirmé, vous gravitez vos échelons petit à petit, et puis vous allez atteindre les sommets et puis vous épanouir. Il est vrai que c'est un domaine qui ne vous laisse pas le temps. Vous devez vraiment vous mettre au paquet. Bon, c'est dur pour pouvoir y arriver. C'est pas juste classique et puis on apprend quelque chose et puis c'est fini. C'est un monde où chaque temps vous devez toujours apprendre dedans parce qu'il y a toujours de nouvelles choses qu'il faut chercher à maîtriser. Et puis quand vous vous mettez vraiment le paquet, vous irez loin avec de bons salaires.
Suivant. OK. Votre feuille de route en 5 étapes. Cette partie, je vais plus laisser le soin au IPCAM un peu plus de parler de ceci et puis vous faire mieux comprendre qu'est-ce qu'ils vous proposent par rapport à leur centre pour que vous mettez la main sur tout ceci et puis qui vont vous donner plus d'opportunités là-dedans. Oui. 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 Je pense que j'en ai parlé un peu comme ça, parce que je ne suis pas quelqu'un de discours. OK. Donc, comprenez-le comme ça. Si vous avez des questions qui me reviennent, on va essayer de continuer ça ensemble. D'accord. Alors, par rapport à la feuille de route, je vais laisser la parole à Monsieur Alain Amedora, donc un des formateurs, donc celui qui va aussi s'occuper de la formation. Et Monsieur Amedora, vous avez la parole. Bonsoir. Bon, merci Sylvanus de m'avoir passé la parole. Je n'ai pas prévu intervenir, mais je vais rapidement parler de la feuille de route en 5 étapes. Cette feuille de route, en fait, concerne ceux qui veulent faire carrière dans le DevOps. Donc, je pense que M. Eto en a parlé tout au long de sa présentation. Mais ici, on va résumer la feuille de route en 5 étapes. La première étape, c'est les fondamentaux. Je pense qu'il en avait parlé tout à l'heure. Au niveau des fondamentaux, on ne peut pas faire du DevOps sans Linux. On ne peut pas faire du DevOps sans le réseau. C'est pourquoi, un peu plus loin dans ses présentations, il a parlé de la migration du réseau basique vers le DevOps. C'est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui a fait du réseau télécom ou bien du réseau tout court de migrer vers le DevOps que quelqu'un qui a fait que du développement. C'est-à-dire quelqu'un qui fait du développement, il sait coder, il sait créer des logiciels, ça ne suffit pas. Quand il veut aller maintenant vers du DevOps, il va falloir qu'il refasse les bases du réseau et les bases du système. Donc, quand on parle de Linux ici, c'est le système d'exploitation. Parce que le cloud est essentiellement, pour ne pas dire plus de 90%, basé sur Linux. Donc, les fondamentaux, c'est Linux. Il faut avoir les bases en Linux, avoir les bases en réseau et aussi connaître un tout petit peu Git qui nous permet de gérer tout ce qui est version. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous êtes en réseau, quand vous faites des configurations, il y a une première version de votre configuration, ensuite il y a une deuxième version, ensuite il y a une troisième version, etc. Donc la configuration des équipements, des serveurs et autres aussi évolue. Donc il faut un outil pour gérer les différentes versions. Comme ça, quand vous quittez la version 1 vers la version 2, et qu'au niveau de la version 2, il y a un problème, il y a un bug, il faut avoir au moins la capacité ou bien le moyen de revenir à la version 1. Comme on le dit souvent chez nous, si tu ne sais pas là où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Donc, c'est l'outil Git là qui nous permet de faire ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parler du DevOps sans parler de Git. Et ensuite, maintenant, la deuxième étape, une fois que ces fondamentaux sont maîtrisés, la deuxième étape, c'est tout ce qui est containerisation. Aujourd'hui, les applications ne sont plus déployées comme avant où on héberge un site seulement sur un serveur web Apache ou Nginx. Parce que l'application vient avec un environnement. Chaque application utilise une version précise d'un langage de programmation, utilise des dépendances. Donc, on met toutes ces informations-là dans un conteneur. Donc, on parle de containerisation, de virtualisation d'applications. Et pour virtualiser les applications, il faut obligatoirement maîtriser la base qui est Docker. Il n'est pas seul, il y a d'autres technologies comme LXC et autres qui nous permettent de le faire, mais le leader du marché aujourd'hui, c'est du Docker. Donc, quelqu'un qui fait du DevOps, le minimum, c'est de comprendre le Docker. Donc, quand il comprend Docker, donc c'est tout ce qui est Docker, image, tout ce qui est volume, qui est considéré comme les disques durs, tout ce qui est registre, les dépôts où on peut déposer les images Docker et ainsi de suite, le réseau, etc., etc. Donc, ça, c'est la deuxième étape, je dirais, pour quelqu'un qui veut aller vers du DevOps. Et maintenant, la troisième étape, c'est tout ce qui est automatisation de l'infrastructure qu'on appelle encore IAC, infrastructure as code, qui va nous permettre de configurer, quel que soit l'équipement,
un serveur, un routeur, un pare-feu à distance avec des outils. Donc, on peut être ici configurer un routeur aux États-Unis, configurer un routeur Ouais. en France avec ces outils-là. Donc, les outils qui sont plus utilisés, c'est Terraform, il y a Ansible et il y en a d'autres, pour ne citer que ces deux-là. Et ensuite, maintenant, on passe à la quatrième étape où il y a tout ce qui est orchestration et le CI/CD. Donc, orchestration, c'est quand on déploie maintenant des applications. L'application ne va pas tourner sur un seul serveur parce que si le serveur tombe en panne, l'application est off. Donc, vous allez La avoir une redondance. seule application, mais qui tourne sur plusieurs serveurs, dans plusieurs pays. Maintenant, il faut un élément, bien un outil pour pouvoir orchestrer ça. C'est-à-dire, dès qu'il y a une application, bien un serveur qui tombe, automatiquement, la charge est basculée vers un autre serveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Si le serveur monte en charge, c'est-à-dire si on a une application qui connecte aujourd'hui 1 million de personnes, si demain matin les 1 million de personnes passent à 3 millions et que le serveur ne peut plus supporter les 3 millions d'utilisateurs simultanément connectés, automatiquement la charge est répartie sur 2 ou 3 autres serveurs pour que ça soit 1 million d'utilisateurs par serveur ou bien 500 000 par ici, 1 million 200 par là, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont les outils là qui nous permettent aujourd'hui de faire ça, de faire de l'orchestration et tout ce qu'on appelle CI/CD. Une fois qu'on développe une application, il faut le déployer de manière automatique. Une fois que l'application est déployée, il y a des mises à jour. Si je prends le cas de je prends Wave par exemple ici au Sénégal, c'est notre un des outils de transfert d'argent, bon, la fintech. Voilà, donc on l'utilise tous les jours, mais les gens de Wave ajoutent aussi des fonctionnalités supplémentaires tous les jours. Donc aujourd'hui, s'il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'ajoute, on ne viendra pas dire aux utilisateurs, attendez, on arrête d'abord les serveurs, on fait la mise à jour et demain matin, vous allez commencer à l'utiliser. C'est pas possible. Donc, au moment où les utilisateurs utilisent Wave, on peut déployer des mises à jour automatiquement. Donc, tu te réveilles un bon matin, on te demande de faire la mise à jour de ton application, tu cliques dessus et tu retrouves les nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est la partie CI/CD. Et maintenant, la dernière partie, qui est l'observation. Une fois qu'une application est déployée, ça ne suffit pas. Il faut observer, voir, est-ce que l'application fonctionne? Est-ce qu'on a eu tel bug? Et à quel moment ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est bloqué ici? Ce n'est pas aux utilisateurs d'appeler pour dire que non, j'ai voulu transférer mon argent ce matin, ça n'a pas passé, la plateforme bug. Non, avant même que l'utilisateur ne soit au courant, les administrateurs, eux, ils doivent recevoir ces informations-là, ces métriques-là pour dire que, le serveur aujourd'hui à 17h30, ça s'est planté parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça, ou bien il n'y a plus assez d'espace sur le disque dur pour pouvoir stocker, donc on prévoit élargir déjà le disque dur, ou bien il n'y a pas assez de RAM, il n'y a pas assez de processeur, le processeur est surchargé. Donc tous ces métriques-là, c'est des informations qui sont centralisées chez les administrateurs qui leur permettent d'observer, de surveiller de près ces applications qui sont déjà en production et corriger s'il faut corriger avant que ça ne soit trop tard. Quand je dis trop tard, avant que les utilisateurs ne soient au courant ou bien ne soient bloqués dans l'utilisation de cette ou bien ces applications. Donc, en gros, de manière un peu ramassée, voici les 5 parcours, les 5 étapes de la feuille de route de quelqu'un qui veut embrasser le métier du DevOps. Soit il est à l'étape, il a déjà les bases en réseau et en Linux, il va essayer de passer à l'étape 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Sinon, il est à l'étape 2 ou bien à l'étape 3, il essaie de passer à l'étape 4, à l'étape 5, ainsi de suite. Mais pour être DevOps, il faut quand même faire ces 5 parcours-là pour prétendre travailler dans le monde du DevOps et gagner tous les millions qu'on a présentés précédemment. C'est vrai qu'en dollars, mais chacun peut calculer sur sa calculatrice pour voir l'équivalence en francs CFA pour bien comprendre l'enjeu. Donc, Sylvanus, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Je ne sais pas s'il y a des choses qui manquent. Super. Oui. Je peux? Oui, vas-y. Oui, allez. Merci. Vous allez voir, j'aimerais juste ajouter un point au niveau de l'observabilité et puis projet final. Là. Vous allez voir, déjà, même quand on prend
quand on prend Microsoft, vous allez voir que des fois, Microsoft, pas des fois, je pense que chaque mois, Microsoft essaie de publier toujours des mises à jour. C'est qu'ils ont déjà chez eux des ingénieurs qui sont là, qui font des tests pour améliorer les services. Quand nous prenons par exemple un produit, le produit de Fortinet, le parfait Fortinet, chaque mois aussi, ils ont des ingénieurs logiciels et admin réseau qui sont chez eux, côté sécurité aussi, qui sont toujours dans le lab, qui font des tests pour pouvoir corriger, pour pouvoir faire sortir des vulnérabilités que nous devons corriger, pour que ça ne soit pas un hacker quelque part qui hack et qui trouve le problème et puis va aller bloquer les serveurs ou bien qui va aller bloquer les parfaits de monsieur tout le monde. Donc, du coup, ils sont toujours là. Une fois que le produit est mis sur le marché, ils ont toujours des ingénieurs en interne qui travaillent toujours dans l'amélioration continue. Ils sont toujours là en monitoring, font des tests au lab pour pouvoir corriger à tout ça. Donc, c'est juste un plus que je voulais ajouter de ce côté. C'est parfait. Je vous remercie, Monsieur Semanou et Monsieur Alain Medora, pour votre intervention. Et surtout, merci à Monsieur Komi de nous avoir partagé ses conseils, de nous avoir dit comment ça se passe à l'extérieur et les opportunités. Donc maintenant, je vais vous présenter les autres parties de la présentation. Et en rejoignant maintenant la formation de DevOps de IPCOM, vous aurez déjà la formation DevOps, vous aurez droit à un profil GitHub et une communauté remote. Donc, vous allez intégrer une communauté de ceux qui ont déjà pratiqué, donc ceux qui font déjà le travail à distance. Donc, vous allez être en contact avec eux, discuter, et ils vont également vous donner leur retour sur expérience. Donc, attention, il n'y a que 10 places disponibles pour cette section. Donc, vous allez recevoir les informations pour la formation. Donc, c'est une formation sur 3 mois. Et comme je l'ai dit, vous allez recevoir toutes les informations. Et comment nous allons vous accompagner? Donc, avec de la pratique, bien sûr, un mentorat individuel, des projets pour le portfolio, une préparation aux certifications, un coaching pour la carrière et, comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, une communauté avec laquelle vous serez en communication avec ceux qui pratiquent déjà. Donc, nous sommes arrivés à la dernière partie, la partie des questions. Donc, vous pouvez maintenant réagir. J'ai noté 2 questions de Bolaji Bello. Nous allons y répondre tout à l'heure. Donc, vous pouvez réagir. Et je vais également partager avec vous dans le chat le lien pour l'inscription à notre formation, donc la formation en DevOps et comment trouver un travail en remote. Et vous avez devant vous le code QR qui s'affiche. Donc, ce code QR, c'est pour évaluer le webinaire et nous donner votre impression. Donc, en attendant, vous pouvez réagir. Et si vous avez des questions, déjà, on va répondre à M. Bolaji Bello. Je vais lire la question un instant. Voilà. Alors, combien de temps pour être DevOps? La formation que nous lançons, c'est une formation de 3 mois, je viens de le dire tout à l'heure. Mais pour aller plus en profondeur, je vais laisser la parole à M. Alain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un des formateurs et il va plus approfondir sur le sujet. Merci Silvio. Bon, alors, combien de temps pour être DevOps? Je dirais que ça dépend. Parce que si je me fie aux 5 étapes que je viens de détailler tout de suite, ça dépend de là où la personne se trouve. Donc, quelqu'un qui est à la 4e étape, on voit qu'il n'a pas beaucoup de temps pour finir, mais quelqu'un qui est à la 1re étape, il lui faudra plus de temps.
Maintenant, ce que moi je peux dire, c'est que nous, à IPCOM, en 3 mois suffit pour nous pour transformer quelqu'un qui n'est pas DevOps en DevOps. C'est pourquoi nous avons fait la formation sur 3 mois. Donc, on va commencer depuis le début, à partir de zéro, c'est-à-dire des rappels sur le réseau et les systèmes d'exploitation, notamment Linux, en passant par la gestion des versions de code, au déploiement des applications dans un conteneur, en passant par l'orchestration jusqu'à la supervision totale. Donc, on fait tout ça en 3 mois. Mais en 3 mois, ce n'est pas des cours théoriques qu'on va faire dans les 3 mois. La formation se fait en 3 étapes. Il y a d'abord les cours, il y a des ateliers pratiques, et à la fin de chaque atelier ou bien chaque thème, chaque participant doit travailler sur un projet concret d'entreprise qu'il va ensuite partager sur son profil GitHub ou bien GitLab. Parce que c'est aussi un élément important dans le DevOps. Comme on est en ligne et qu'on est dans la tech, quand tu vas remplir ton CV et dire que moi je sais déployer une application avec Kubernetes, par exemple, l'employeur par défaut ne te croit pas, parce que tout le monde peut mettre tout ce qu'il veut sur son CV. Mais quand sur ton CV, tu partages ton profil GitHub ou bien GitLab, qui permet à l'employeur d'aller voir tous les projets que tu as eu à faire, là, il est convaincu que tu es capable de faire quelque chose. Donc, tout au long de la formation, non seulement on forme, on oblige des gens à travailler sur des projets concrets et on oblige en même temps les gens à construire leur profil GitHub. Comme ça, à la fin de la formation, la personne, il a les compétences, il a à travailler sur des projets concrets comme s'il était en entreprise, et il a un profil qui peut présenter pour justifier les références concernant les projets qu'il a eu à faire. Et maintenant, la dernière étape, je pense que Silvio l'avait énuméré, c'est d'avoir une communauté. On va intégrer, chaque personne qui fait la formation sera intégrée dans une communauté. Donc, non seulement la communauté, c'est pour partager les expériences remote, ceux qui ont eu à travailler dans le domaine à distance, les avantages et les inconvénients, mais aussi partager des opportunités d'emploi remote. Donc, à chaque fois qu'on a une opportunité dans tel pays, on le partage directement dans le groupe. Maintenant, si quelqu'un veut postuler, il postule. S'il veut qu'on l'accompagne dans le processus de recherche d'emploi, on va l'accompagner. Maintenant, dans la communauté, il y en a qui vont trouver, ils vont faire 2-3 mois, 1 an, après ils vont devenir un peu plus gourmands, ils veulent gagner plus, ils vont laisser les 1 million, 2 millions pour chercher les opportunités de 3-4 millions, et au même moment, il y a d'autres qui viennent d'arriver, qui vont prendre les 1 million, les 2 millions que eux ils ont laissés. Donc l'objectif, vraiment, c'est ça. Former les gens sur ces technologies-là, essayer de capter les opportunités depuis l'extérieur de l'autre côté. Donc, Monsieur Ito vient d'en parler. C'est le Canada, c'est les États-Unis, c'est la France, c'est le Luxembourg. Maintenant, s'il y a des opportunités en anglais, ceux qui peuvent parler anglais, ils vont le saisir. S'il y a des opportunités en français, ceux qui peuvent parler français, ils vont le saisir. Donc, l'objectif, c'est ça, c'est former un groupe d'individus, les intégrer dans une communauté et animer cette communauté-là par des expériences et des opportunités d'emploi. Donc, je pense que j'ai répondu à sa question. Sinon, s'il y a des éléments qui manquent, il peut rebondir. Allô? Oui, allô? Oui. Est-ce que je peux répondre à la question de celui qui a posé la question concernant la différence entre... j'ai vu une différence entre DevOps et puis Cybersecurity, si je ne me trompe pas. Il y avait une question comme ça. Oui, c'est ça, oui. OK, parfait. En fait, la cybersécurité concerne la protection des données et des serveurs. Mais le DevOps, lui, il est là pour la création et la livraison des logiciels. Vous allez voir qu'il y a c'est pas la même chose. Mais ce qui est bon, c'est que pour être un bon DevOps,
il faut que tu aies des compétences en cybersécurité, même si tu n'es pas expert là-dedans, pour que tu puisses bien se retrouver. Par exemple, quand tu connais mieux le code, côté, comment appelle-t-on, les codes, et que il y a des logiciels qui te permettent d'analyser des messages qui passent. S'il y a un pirate qui essaie de vous attaquer, et la façon dont tu vas déceler ceci, ça s'apprend. Donc, du coup, le DevOps, tel que je l'ai dit, c'est la création et la livraison des logiciels. La cybersécurité, il est là pour contrôler tout ce qui défend les réseaux et prévient contre le piratage. Mais c'est toujours mieux quand tu as un bagage bien fondé dans tout ça, ça te permet d'aller plus loin. Par exemple, moi, tel que tu l'as dit tantôt, vous allez voir, il y a certains administrateurs qui sont administrateurs réseau et système parce qu'ils ont les deux bagages. Et des fois, tu peux retrouver quelqu'un qui travaille en tant qu'administrateur réseau ailleurs aussi quelqu'un qui travaille en tant qu'administrateur système. Tu peux voir une entreprise aussi qui est ailleurs, qui lui, ton titre te permet de faire les deux. Ça dépend de la taille de l'entreprise. C'est ce qui fait que quand des fois tu as des notions, tu as des boss et puis tu as un peu de notions poussées en cybersécurité, ça te permet des fois de saisir certaines opportunités qu'un seul casquette ne peut pas. Quand tu as une seule casquette, tu ne peux pas. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut être un peu plus pointu dans un. C'est un peu ce que j'aimerais ajouter. C'est comme ça que moi, j'aimerais répondre à la question de la personne qui a parlé, qui a demandé d'appel à la cybersécurité. La cybersécurité, il y a le côté parfait aussi qui intervient là-dedans. Le côté parfait qui est pénétration, comment protéger, par exemple, comment je dois protéger l'entrée de l'entreprise. Je donne par exemple IPCOM, c'est une entreprise là, et ils ont un pare-feu et ils peuvent vous donner accès si moi je suis au Canada maintenant, je veux rentrer sur leur serveur, il faut qu'ils me donnent accès. S'ils ne me donnent pas des accès, je peux pirater comment appelle-t-on, leur pare-feu, rentrer dedans. Mais s'ils l'ont bien protégé avec toutes les mises à jour, toutes les règles, je ne peux pas rentrer dedans. Mais si ils l'ont fait d'une façon pas vraiment sécuritaire, je peux rentrer dedans. C'est ce côté de cybersécurité et sécurité qui s'en va. Donc, si vous allez googler un peu sur la cybersécurité, bon, pour ne pas dire sécurité des réseaux, vous allez voir qu'il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs chapeaux. Il y a certains qui sont des raids, certains de black, et un peu tout ça. Quand vous allez googler là-dessus, quand vous êtes vraiment intéressé, vous allez googler, vous allez comprendre un peu plus là-dessus. C'est un peu ce que j'aimerais ajouter. Et puis aussi, quelqu'un qui avait posé une question sur les certifications. À date, je ne pense pas. Et donc, s'il te plaît, je vais rebondir juste légèrement sur ce que tu viens de dire. Super. Quand tu vois là, justement, ce que tu as dit, c'est exactement ça, parce que aujourd'hui, quelqu'un qui fait, par exemple, de la cybersécurité, il n'a fait que ça. Et qu'il travaille et on lui demande de déployer une solution MFA, c'est-à-dire multifacteur, authentification multifacteur. Oui. Cette application qui va gérer le multifacteur, c'est une application qu'on doit déployer sur du cloud, dans un conteneur. Maintenant, s'il ne sait pas le faire, il est coincé. Si on lui demande j'ai vu quelqu'un dans le chat écrit tout à l'heure, le SOC. Aujourd'hui, quand on vous demande de mettre en place un SOC, on prend par exemple le plus connu, le ELK. Quand tu veux déployer du ELK, tu ne vas pas le déployer sur une machine physique, tu vas le déployer ou soit sur une machine virtuelle ou bien dans un conteneur. Donc, quand tu n'as pas des notions de DevOps, tu ne pourras pas le déployer. Donc, quelqu'un ou bien une entreprise peut se trouver au Canada, il veut mettre en place son infrastructure cybersécurité et il a besoin de SOC. Donc, on lance le projet, on a besoin de quelqu'un qui peut travailler sur le déploiement de la partie SOC et la configuration. Toi, tu te trouves ici au Sénégal. Tu sais installer et configurer un SOC, mais tu n'as pas les notions de DevOps. Comment est-ce que tu peux être au Sénégal et déployer le SOC au niveau des États-Unis ou bien du Canada? Là, tu es bloqué. C'est là où il faut les notions. Donc, dans le DevOps, il y a une partie de la sécurité, mais quelqu'un qui fait cybersécurité, déjà pour faire cybersécurité, il faut avoir des notions en réseau. Donc quelqu'un qui fait cybersécurité, qui a des notions en réseau, quand il vient faire une formation de poussée dans le DevOps, il a tous les outils possibles pour déployer tout ce qu'il veut.
je peux ajouter aussi, vous allez voir, Vas-y. peut-être, nous, on a remarqué quelque chose ici. Mhm. Il y a tellement du monde qui ont fait la cybersécurité aux USA, mais qui chôment. Et c'est dû à quoi? C'est dû à la base où tout ce qui est jacent que la personne doit maîtriser, qui n'a pas su maîtriser. Donc, du coup, c'est pourquoi on a dit il y a plusieurs cheminements pour arriver. Mais il y a certains cheminements qui ne trompent pas. Il y a certains cheminements qui te permettent de mieux maîtriser. Moi, j'ai déjà eu à passer certains entretiens ici pour certains pauses. Il y a certaines questions qui viennent souvent, on te pose des questions, des fois, tu vas voir que c'est un peu comme, je peux dire, excusez-moi d'aller comme ça, c'est un peu comme si on dit tu es ingénieur en génie électrique, mais que tu ne sais pas monter une prise. Quand quelqu'un va aller monter la prise électrique et le fait mal, comment est-ce que tu peux savoir qu'il a mal fait ça? Donc, du coup, tu vas voir que même, on a ce problème, surtout nous les Africains, on arrive souvent avec de gros diplômes, on est là, on vise toujours gros, et tu vas voir le gros diplôme, mais tu vas voir que tu auras du mal à faire certains trucs. Tu as un BTS en génie, en génie électrique, tu ne sais pas comment câbler un commutateur parce que tu te dis que c'est les ouvriers qui vont faire ça. Alors que du coup, il faut maîtriser les B à bas en montant. Ça ne nous empêche pas, si tu as eu à faire un parcours ingénieur, quand tu commences par rentrer dans l'entreprise et avec l'Internet où il y a pratiquement tout, tu vas commencer par te tisser un meilleur chemin qui va te permettre d'aller un peu plus loin. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais ajouter. On est souvent calé, on pense que, bon, okay, moi, je vais faire la cybersécurité, mais la cybersécurité, c'est quoi exactement? Il faut googler là-dessus pour voir quelles sont les choses qui te manquent, quelles sont les choses dont tu as besoin pour pouvoir te former, pour faire la différence entre 2-3 personnes sur le terrain. C'est de cette façon qu'il faut voir les choses. Et puis, il faut être ouvert. Moi, j'ai quelque chose souvent que je veux dire, il ne faut pas être avare en connaissance. Des fois, tu vas croire que tu connais mieux, alors que peut-être c'est ton assistant là qui est arrivé, tu fais peut-être 8 ans, ton assistant qui est arrivé après 2 ans, qui est plus ouvert que toi, qui a lu quelque chose quelque part qui va lui permettre de t'expliquer. Donc, du coup, c'est un peu ce que je voulais ajouter aussi. Il n'y a pas, je vais te poser une question, je vais aller dans ce sens. Il y a quelqu'un qui parle des livres des certifications. Les certifications en tant que telles, il n'y a pas de formation sur un site où tu vas le faire, puis on va te délivrer une certification. On va te délivrer des attestations qui prouvent que tu as participé à une formation. Pour avoir la certification, il faut préparer ton examen. Tu essaies de t'entourer suffisamment pour préparer ton examen et puis tu vas aller payer des frais qui s'élèvent à 200, 300, 400. Il y a des certifications qui vont jusqu'à $600 américains. Tu vas payer et tu vas aller passer ton test dans un centre de personnes view, soit en ligne, tu es avec ton ordinateur chez toi à la maison, on filme ton écran, on voit tout ce que tu fais et tu passes tes tests. Si c'est correct, on te délivre la certification. Il n'y a pas. Et puis, moi, j'ai déjà eu à travailler avec des gens qui étaient super certifiés. J'ai passé des entretiens à des postes avec des gens qui étaient super certifiés, plus que moi, mais j'ai pris le poste. C'est juste pour vous dire aussi qu'au fait, ce n'est pas forcément la certification qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher la compétence, le savoir-faire qui est dans la certification. Avant la certification, c'est très bon, super bon. Mais tel que je vous le dis, j'ai eu à travailler avec des gens qui étaient super, super bons, qui, j'ai trouvé qu'ils n'avaient même pas le CCNA. Mais quand tu les poses toutes questions concernant la pratique qui se fait, ils te l'expliquent correctement, tu le comprends. Parce que c'est la façon de passer les examens, tout ça, c'est une autre chose aussi. Ce qu'on demande ici, si vous avez le niveau, essayez d'être capable, quand on vous donne une tâche, que vous le fassiez correctement. Et puis vous allez... il y a certains qui voient rien que le diplôme pour pouvoir vous pondérer, certains qui voient quand vous posez les questions, comment vous réagissez quand vous vous mettez devant la pratique, comment vous arrivez à vous en sortir. C'est de cette façon que, tel que je vous ai dit tantôt, je connais, je ne vais pas donner le nom de la personne, un Africain qui est aux USA, il a plus de 200 000 années, il est dans l'informatique, mais il n'a pas un diplôme ingénieur. Il a juste le bac français que nous avons là tous. Et puis, il a fait CCNA, CCNP et pas mal de diplômes en cybersécurité. Il n'est pas moins de 200 000 années. Il n'a pas un diplôme d'ingénieur.
ils gagnent plus que des ingénieurs. Donc, c'est juste pour dire que ce n'est pas forcément le diplôme académique ou certification, mais quand il est dans les entretiens, on voit que c'est vraiment quelqu'un qui se connaît. Vous pouvez monter vos labs à la maison pour pouvoir faire tous vos tests. Vous pouvez créer des environnements virtuels à la maison pour pouvoir apprendre. Mais ça vient toujours, si vous êtes débutant dedans, il faut toujours se faire accompagner pour avoir la base et puis le reste, ça arrive plus facilement. C'est super. Alors, merci beaucoup. Et j'ai vu qu'il y a Fatou Diao qui a levé la main. Si elle peut activer son micro et poser sa question. Fatou Diao. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, tu peux poser ta question. Allô? Oui, allô? Ah, d'accord. Oui, on t'écoute. Moi, je me trouve cette présentation, c'est vraiment en fait, j'ai une question concernant le travail en ligne. Est-ce que pour un débutant qui n'a pas encore fait, qui n'a pas encore travaillé dans le milieu professionnel peut commencer un travail en ligne sans problème, sans être assisté, mais il va être assisté sans problème en ligne du tout, et cela en full remote? Fatou Diao, on a du mal à entendre la question. Est-ce que c'est possible? Parce que là, je pense que c'est la connexion. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Sinon, si ça va, elle peut toutefois écrire en bas Voilà. et puis on va le laisser mieux. Oui, voilà. Est-ce que vous pouvez écrire la question? OK. En attendant, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? OK. Alors, Madame Aliassi, je n'ai pas votre formation. OK. Alors, quand vous parlez de chair, vous parlez... Parce que je pense que vous avez consulté le prix. Si vous pouvez désactiver vous devez activer le micro. Madame Alia? Oui. Bonjour. Oui. En fait, je demandais si votre formation est chère ou bien. Alors, est-ce que vous êtes... Oui, Je oui, suis allez-y. sûre que Allez-y. il y en a parmi ici qui sont des étudiants comme moi. OK. Est-ce que vous avez cliqué sur le lien? Parce que j'ai épinglé un lien dans le chat et qui vous donnera toutes les informations sur la formation. Et j'ai cliqué, mais je n'ai pas encore complété toutes les informations. OK. Donc, je vous invite à compléter les informations, mais je ne vais pas dire que la formation est chère parce que, au vu des opportunités que vous avez aujourd'hui en remote et que supposons que vous travaillez pour une entreprise, on prend la France à côté, donc on va vous payer en euros. Donc, c'est souvent quoi? 1000 à 1500 euros, voire 2000 euros par mois. Et si vous convertissez ces 2000 euros par mois en francs CFA, donc vous voyez que déjà, ça fait beaucoup ici, au Sénégal. Donc, notre formation n'est pas, je ne vais pas dire que c'est cher, mais il faut juste voir la valeur, ce que nous vous donnons, l'accompagnement et ce que nous vous offrons en contrepartie et ce que vous gagnez. C'est ça le vrai challenge. Donc, comme je vous l'ai montré, vous aurez droit à une communauté, il y a un mentorat et tout ce qui s'ensuit.
Mais je vous invite vraiment à consulter le lien, à vous inscrire. D'autres questions? Alors, Allô? oui, Monsieur Commis, je vous écoute. Oui, merci. Je pense que les étudiants qui posent la question, je vais tout partager. Je trouve qu'ils ont raison en posant cette question parce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que ceci peut changer dans leur vie. Au même moment, je me retourne côté professionnel ou bien formateur. Toute formation, il y a du temps qu'il faut prendre pour pouvoir préparer la documentation. C'est des bureaux qui sont loués, il faut payer ceci. Et puis, les formations de ce genre, sans vous mentir, mes chers, il y a des formations qui se passent des fois ici et puis on paie jusqu'à $5 000 des fois pour 3 jours. Donc, du coup, je vous dirais que c'est moins cher ce qu'on vous présente ici. Et puis peut-être c'est par rapport à l'Afrique, oui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas peut-être avoir 300, 400, 500 000 pour 3 mois. On peut avoir l'impression que c'est trop. Je vais vous dire, je vais vous faire juste une petite confidence. Je connais quelqu'un qui était gestionnaire au pays. Il avait eu son BTS en comptabilité. Il est parti aux USA. Je ne sais pas ce qu'il a titillé. Il travaillait à Walmart en tant que magasinier. Puis, je ne sais pas comment quelqu'un en informatique l'a pu le convaincre. Et puis, il est parti dans un bootcamp où il a dépensé $8 000. Il a fait sa formation, il a fini. Et dans moins de 6 mois, il a commencé par travailler. Quand il était magasinier, il était, d'après ce qu'il a dit, il était à peine à 30 000 dollars l'année. Mais son premier job qu'il a trouvé en informatique, il était payé à 65 000. Donc, imaginez, pour ne pas dire, il a doublé son salaire. C'est vrai que vous pouvez me dire que nous ne sommes pas dans le même environnement et que des fois, il n'y a pas les mêmes opportunités en Afrique. Mais tel qu'on vient de le dire, avec l'informatique, vous avez un champ qui n'est pas rétréci sur vous. Vous vous retrouvez dans un champ très large. J'ai des confrères qui sont arrivés ici. Moi, je n'ai pas trouvé mon boulot avant d'arriver au Canada, mais j'ai eu des confrères qui ont trouvé leur boulot depuis Lomé et ils sont arrivés ici. On a facilité leur processus et certains sont arrivés avec leur famille. Donc, du coup, oui, tu peux le faire et puis tu vas voir que, OK, tu n'as pas eu les opportunités en même temps, tu peux commencer par traîner, mais tant que tu ne baisses pas les bras, tu continues toujours pas fouiller sur Internet. Les boulots sont sur Internet. Et quand tu as la compétence, chez nous, on dit souvent au pays, mais des frérismes. Je n'ai pas un frère, je n'ai pas un soeur, je n'ai pas un oncle. Mais quand tu sais bien faire, tu n'as pas forcément besoin de... Surtout en Occident, tu n'as pas besoin d'histoire de frère ou soeur. Donc, du coup, si ça vous intéresse, moi, je vous dirais de faire des sacrifices pour avoir des compétences dedans. Cherchez, vous allez vous retrouver. Je vous assure. Et puis, vous allez voir peut-être avec la formation, là, une fois finie, vous aurez une autre compréhension des choses et qui ne va pas vous pousser, qui vont vous pousser à chercher à aller plus loin. Et quand vous allez toujours chercher à aller plus loin, vous allez toujours mieux comprendre. Et puis, un jour, dans un avenir proche, les portes vont s'ouvrir et puis vous allez gagner des opportunités. C'est ce que je peux ajouter. Donc, n'ayez pas peur. Pour les formations, c'est un sacrifice. On n'obtient rien sans sacrifice. Rien. On n'obtient rien sans sacrifice. Je ne suis pas en train de vendre, hein, mais c'est une petite réalité que j'essaie de vous dire. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Commis. Donc, je pense qu'il y avait William qui voulait poser aussi une question, qui a levé la main. Ah, OK. OK. Bonsoir. Oui, bonsoir. Avant de commencer, je remercie l'entreprise Itecom et le monsieur Komi aussi, qui a bien défilé
la formation. Il nous a bien parlé de la formation et c'est que ça nous concerne, comme les informaticiens ou bien les gens qui veulent devenir des très grands ingénieurs. Bon, c'est vrai que c'est ça que nous aimerions l'être un jour. Mais je parle un peu de mon histoire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est toujours intéressé d'être un très bon informaticien. J'ai fait mes études jusqu'au master en réseau télécom et après, je me suis soutenu en ce qui concerne la virtualisation. Je parle donc dans cloud computing. J'utilisais l'outil OpenStack et je l'ai bien installé. J'ai intégré des services à l'intérieur, pas seulement installer et avoir l'interface. Et en installant les services que j'ai intégrés dedans, ce sont des services qu'on peut administrer à distance. Je parle dans le cas d'outils le logiciel Gravada, pour ceux qui le connaissent. C'est un logiciel qu'on peut installer et créer des machines et avoir l'accès à distance. On peut créer la machine et si la personne est en Europe, on peut lui donner un login et le mot de passe. Et après, il va utiliser sa machine. Il arrive à connecter, mais tout va s'enregistrer chez l'administrateur. Si c'est moi qui ai créé, donc ça veut dire que ça va enregistrer ici, quoi. Mais lui, il peut travailler ailleurs. Et aussi, j'ai intégré le service Santora qui a plus de 6 logiciels intégrés dedans. J'ai essayé de travailler avec, j'ai fait des tests et tout ça a marché, quoi. Et même sur OpenStack, j'avais installé, comment dirais-je, l'outil de communication là, ça vient d'en parler maintenant, quoi. Ce n'est pas astérisque, mais c'est l'autre là. Oh, bon, ça part. Hein. Bon, je faisais des tests dessus. Tu vois que vraiment, le DevOps là, c'est une chose qui nous aide à améliorer nos connaissances et qui va nous pousser à aller en avance le plus. Parce que quand j'ai travaillé dessus, vraiment, j'ai compris des choses, je vois la facilité des choses. Et c'est pour cela que moi, je n'abandonne pas. C'est vrai que actuellement, je ne suis pas trop dans le domaine, mais à chaque fois, j'achète des cours en Udemy, j'achète des cours, je suis des cours et je fais aussi des formations avec les gars qui sont au pays. Et je suis professeur aussi. C'est comme ça que je me débrouille en informatique. Et ce qui est vraiment mon rêve, c'est d'avoir fait quelque chose de grand en informatique. Lorsque j'ai vu le message qu'il y a une formation qu'on va donner vers 18h à 20h, bon, je vois que la formation parle de DevOps. Donc là, ça m'a attiré. Je me suis dit, OK, je vais participer pour voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau dessus et comment est-ce qu'on peut avoir des jobs ailleurs. Parce que j'ai vu que ça, c'est des choses qui vraiment est possible. C'est pour cela que je me suis là. Je remercie à M. Komi et aussi l'entreprise IPECOM qui cherche à aider les jeunes. Les jeunes de la version 4.0. On va dire 2.0. Je remercie pas. C'est à peu près ça que je voulais dire. Super. Je vous remercie, M. Mullian, pour votre partage. Oui. Merci. OK. Donc, je vous rappelle également que vous avez la possibilité d'évaluer le webinaire. Donc, il y a le code QR sur l'écran. Donc, scanner et ça va vous rediriger sur un formulaire. Donc, vous avez la possibilité d'évaluer. Donc, nous allons également prendre 1 à 2 questions. On va finir bientôt. Est-ce que d'autres ont des questions à poser ou tout est clair?
Vous pouvez lever la main, activer le micro et poser directement la question. Alors, pour ceux qui n'ont pas posé de questions, j'espère que tout est clair. Avant, il y a un de nos professeurs qui disait, si tout est clair, c'est soit vous n'avez rien compris, soit vraiment vous avez tout compris. Donc, j'espère que vous avez tout compris. OK. D'accord. Alors, oui, c'est clair. OK. Biram Diaye. OK. Alors, si tout est bon, je vais laisser peut-être l'opportunité à ceux qui sont là, ceux qui sont toujours avec nous, de se présenter vite fait, nom, prénom, et ce que vous faites actuellement. Et votre, bon, pas parcours, mais ce que vous faites, dans quoi vous pratiquez. Juste quelques personnes, vite fait, on va terminer. Vous pouvez activer le micro. Oui. Monsieur William? Ok, merci. Oui. Bon, comme je disais tout à l'heure, que moi, je suis actuellement dans un domaine de RH, domaine des ressources humaines. OK. Quand je suis arrivé à l'entreprise, on m'avait demandé la question, pourquoi un ingénieur informatique est venu ici pour chercher de l'emploi? J'ai dit non, l'informatique passe partout. Vous pouvez penser que un ingénieur ne peut pas être là, mais alors qu'il y a des choses en informatique que l'ingénieur peut venir et fabriquer pour que nous puissions travailler facilement. Bon, au début, les gens me voient comme ça et après 6 mois, il y a des choses, des biens qui est arrivé, que j'ai fait après. Et puis voilà, c'est intéressant quoi. Et le propriétaire de l'entreprise, il m'avait payé une formation en France dans une université qu'on appelle, comment dire, excusez-moi, je vois, Allegria.academy. La formation, c'était en informatique, en utilisant l'intelligence artificielle. J'avais payé la formation 799 €. Donc, j'ai suivi la formation. Après, quand j'ai terminé la formation, j'ai créé le site, quoi. Dans 30 minutes, j'ai créé le site et après, j'ai montré ça à le propriétaire. Il n'a pas cru que vraiment, on peut créer le site dans 30 minutes. Il a dit, c'est ça que j'ai fait avec en utilisant l'intelligence artificielle. Il dit, ok, c'est bien. On a utilisé le site pendant 1 année. Et après, il m'a dit, il faut qu'on modifie le site. Et ils ont travaillé ça en France. Et après, il m'a donné la main parce qu'ils ont utilisé, comment dirais-je, WordPress. Donc, lorsqu'ils m'ont donné la main pour avoir l'accès, j'ai travaillé dessus encore. Et maintenant, on travaille ensemble. Mais avant, ils ne croyaient pas que l'ingénieur peut être partout, quoi. Et actuellement, on est en train de travailler aussi dans Odo pour voir la partie des ressources humaines, qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que il y a la possibilité de créer les employés, le contact des entreprises, vous voyez. Il y a beaucoup de choses, quoi. Avant, ils n'ont pas cru que c'est possible. Mais tout ça là, c'est des choses qu'on doit adapter parce qu'il y a la réalité du pays, vraiment. On peut former un informatique, arriver dans un pays là où il y a un peu de difficulté. Bon, là, on peut tomber dans un domaine. Mais tomber dans un domaine,
il faut faire parce que l'informatique, c'est possible de le faire à n'importe où. Si on est dans un domaine de ressources humaines, il y a quelque chose qu'on peut faire à ressources humaines en faisant l'informatique. Bon, c'est dans ça que je me débrouille, j'essaie, je fais des recherches pour pouvoir ne pas sortir dans mon domaine que j'ai travaillé plusieurs années pour avoir des compétences et des connaissances aussi, de savoir et savoir-faire. C'est tout ce que j'ai. Merci beaucoup. Ok, merci à vous, Monsieur Million. D'autres personnes? Oui, on vous écoute, Monsieur Million. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour tout le monde. Merci de m'avoir convié à ce webinaire. Merci aux intervenants, à M. Alain, M. Kony et les autres. C'est vraiment une opportunité de découvrir d'autres métiers tels que le DevOps et autres. Bon, en fait, moi, je suis Biram Diaye, je suis ingénieur réseau et télécom de formation. Je suis ingénieur, je suis field ingénieur, quoi. Je travaille tout ce qui est pour le réseau mobile IaaS. Au niveau, je travaille. Bon, nous les ingénieurs de terrain, on touche pratiquement à tout ce qui est transmission, IP, FH et tout. En grosso modo, c'est ce que nous travaillons, quoi. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup à vous pour l'intervention. Y a-t-il une autre personne, vite fait? Une autre personne pour prendre la parole? Ok. Alors, sur ce, je pense que on va clore la session. Donc, déjà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité d'évaluer le webinaire et de nous laisser en commentaire ce que vous voulez pour plus tard. Donc, merci à vous. Pour rappel, j'ai épinglé le lien d'inscription dans le chat. Donc, n'oubliez pas de consulter et de vous inscrire. Et si vous avez des informations, en tout cas des inquiétudes, faites signe au numéro aussi qui est épinglé. Donc, le 77 plus 221 77 301 65 66. Donc, je remercie également l'intervenant, M. Komi Semanou, et également M. Alain Amedora pour leur participation et le partage de leur expérience. Merci à vous et très bonne soirée. Au revoir. On se retrouve très bientôt dans la formation. Allez, ciao. Allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir.